Si l'employeur est libre de choisir les salariés qui vont travailler dans son entreprise, il est également libre de choisir de s'en séparer. Bien sûr, il devra respecter certaines conditions de forme et de fond. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du licenciement. On va laisser de côté le sujet du licenciement économique pour une prochaine vidéo et se pencher aujourd'hui sur le sujet du licenciement disciplinaire. Comment le justifier, quelle est la procédure à suivre et comment le contester? On voit ça tout de suite en commençant par nos deux exemples du jour. C'est parti! Pour le premier exemple, imaginons Jacques qui est mécanicien dans un garage. Jacques est un salarié compétent, mais récemment, son comportement au travail est devenu plus problématique. Il arrive régulièrement en retard et a commis plusieurs erreurs sur des véhicules, qui a eu un impact négatif sur l'entreprise en termes d'image et de coût. Face à cette situation, son employeur estime qu'il est temps de prendre des mesures disciplinaires. Il considère que le comportement de Jacques porte préjudice à l'entreprise et que cela constitue un motif de licenciement. Il envoie donc une lettre recommandée à Jacques, le convoquant à un entretien préalable. Jacques la reçoit un mercredi, pour un entretien qui aura lieu le lundi suivant. Vient alors le jour de l'entretien et lors de la discussion, Jacques reconnaît certaines erreurs mais ne pensait pas que cela prendrait de telles proportions. Il reçoit quelques jours plus tard sa notification de licenciement pour faute simple. Mais durant ce délai d'attente, Jacques a fait quelques recherches. Et il a vu que le délai minimum entre l'envoi de la convocation et le jour de l'entretien doit être de 5 jours ouvrables. Il comprend alors que son employeur n'a pas respecté le délai légal. Jacques prévient son employeur qu'il va le poursuivre pour licenciement abusif et contacte un avocat. Pour le deuxième exemple, nous avons Alexandra, qui travaille comme chargée de recrutement dans une agence de chasseurs de tête. Son manager, présent depuis longtemps dans l'entreprise, insiste sur la tenue rigoureuse des tableaux de suivi des actions de recrutement. Combien de personnes appelées, recrutées, combien de CV envoyés, ce genre de choses. Alexandra, en raison de son emploi du temps très chargé, néglige souvent de mettre à jour les tableaux de reporting, préférant se concentrer sur le recrutement des candidats. Malgré plusieurs rappels de son manager, cette situation persiste. Un jour, Alexandra reçoit une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, c'est le directeur de l'agence qui est en face d'elle. Il exprime son mécontentement et évoque une situation d'insubordination répétée. Après l'entretien, Alexandra reçoit une notification de licenciement pour faute grave, invoquant le même motif, à savoir l'insubordination répétée, mais sans donner de détails sur les faits reprochés, ni l'impact concret de l'absence de reporting. Elle fait alors une demande de précision sur la manière dont sa négligence en matière de reporting a affecté l'entreprise. Le directeur, bien qu'au courant de cette requête, décide de ne pas répondre. Il sait qu'il n'est pas obligé de donner plus de détails que ceux qu'il a donnés dans la notification. Alexandra décide alors de consulter un avocat pour contester le licenciement. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un non-respect de la procédure peut rendre le licenciement de Jacques abusif? Et le licenciement d'Alexandra est-il valide malgré le manque de précision du motif? On voit ça tout de suite avec les règles qui encadrent le licenciement. Et vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement le résumé de la vidéo en cliquant sur le lien dans la description. Première partie, les bases du droit disciplinaire. Pour bien comprendre le sujet du licenciement, on va commencer par voir les bases du droit disciplinaire en entreprise, en commençant par la définition de la faute, qui sera souvent à l'origine du licenciement. La faute en droit du travail se réfère à une action ou une omission du salarié qui enfreint ses obligations contractuelles ou les règles de conduite en vigueur dans l'entreprise. Il existe plusieurs niveaux de faute qui peuvent mener à une sanction disciplinaire, allant jusqu'au licenciement. En premier, la faute légère. Une faute sans conséquences sérieuses comme un retard occasionnel ou une négligence professionnelle légère. La faute légère peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'un avertissement, mais elle ne constitue pas un motif de licenciement. Deuxièmement, la faute simple. Cette fois-ci, elle peut constituer un motif de licenciement. Il s'agit d'une infraction aux obligations contractuelles du salarié qui a un impact sur l'entreprise. Par exemple, un salarié qui refuse un changement dans ses conditions de travail. En troisième, nous avons la faute grave. Il s'agit d'un ou plusieurs éléments aux conséquences tellement importantes que cela rend impossible de conserver le salarié dans l'entreprise. Par exemple, un salarié coupable de harcèlement sexuel doit obligatoirement être licencié pour faute grave. Ou encore, un salarié qui multiplie les insubordinations peut être licencié pour faute grave. Et enfin, la faute lourde. C'est le niveau de faute le plus important qui implique la volonté du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Comme par exemple, un salarié qui détourne de la clientèle de son employeur pour son activité d'indépendant qu'il vient de lancer en secret. Le second principe important dans le droit disciplinaire, c'est le délai pour agir. L'employeur dispose d'un délai de 2 mois, à partir de la connaissance des faits qu'il considère comme fautifs, pour engager une procédure disciplinaire. Si ce délai est dépassé, l'employeur ne peut plus sanctionner le salarié pour cette faute. Et même si l'employeur dispose de 2 mois pour agir, en cas de faute grave, il est impératif de lancer la procédure au plus vite. Puisque la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, les juges considéreraient comme incohérent le fait qu'il continue de travailler pendant plusieurs semaines. Maintenant qu'on a vu les différents types de fautes et le délai pour agir, on va pouvoir passer aux critères d'un motif valable de licenciement, en voyant la notion de cause réelle et sérieuse. C'est l'élément central pour justifier un licenciement. En effet, un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat de travail sans motif valable, qui juridiquement s'appelle la cause réelle et sérieuse. Tout d'abord,
une cause est réelle si le motif est objectif et se fonde sur des faits vérifiables. C'est la dimension factuelle qui importe, ce qui rend donc injustifié le licenciement d'un salarié car l'employeur ne s'entend plus avec lui. Et deuxièmement, la cause doit être sérieuse, ce qui implique une certaine intensité dans l'acte commis par le salarié pour que la décision soit de le licencier. Il faut que cette mesure soit proportionnée par rapport à la faute. Deuxième point, la convocation à l'entretien préalable. Si l'employeur dispose d'un motif valable pour licencier un salarié, il doit dans tous les cas suivre les étapes de la procédure disciplinaire. La première étape consiste à envoyer une convocation au salarié à ce que l'on appelle l'entretien préalable à sanction disciplinaire. La convocation à l'entretien préalable est adressée par l'employeur au salarié et peut être envoyée de deux manières, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge. La convocation doit indiquer plusieurs mentions. La raison pour laquelle le salarié est convoqué à l'entretien préalable, en mentionnant l'éventualité d'un licenciement, sans pour autant préciser les motifs. La date et l'heure de l'entretien, et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise. Dans le cas où le salarié ne serait pas correctement informé à cause d'une information manquante dans la convocation. Cela constituerait une irrégularité de procédure, sans avoir pour autant de conséquences sur le motif de licenciement en lui-même. Autre précision, l'entretien doit avoir lieu en principe pendant les heures de travail. Dans le cas contraire, le salarié doit être indemnisé pour le temps passé. Enfin, l'entretien doit se dérouler sur le lieu de travail habituel ou au siège social de l'entreprise. Si l'entretien doit se dérouler dans un autre lieu, le salarié aura droit au remboursement de ses frais de déplacement. Concernant la date de l'entretien, l'employeur doit la fixer au minimum 5 jours ouvrables après la réception par le salarié. Il faut donc anticiper les jours nécessaires à l'envoi. De plus, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il faut alors proroger au jour ouvrable suivant. Par exemple, vous envoyez une convocation le vendredi 7 juillet. Le salarié la recevra donc le lundi 10 juillet. Il faut donc 5 jours ouvrables entiers entre la réception et l'entretien. Le délai est donc du mardi 11 au samedi 15. Cependant, il faut alors proroger au jour ouvrable suivant, donc le lundi 17, qui sera alors le 5e jour du délai. Donc l'entretien pourra avoir lieu au plus tôt, le mardi 18 juillet. Troisième point, l'entretien préalable. Une fois que le salarié a été convoqué en bonne et due forme, vient alors le moment de l'entretien. L'entretien préalable implique plusieurs participants, avec d'une part l'employeur et d'autre part le salarié qui peut décider de se faire assister. L'employeur peut également être accompagné par un membre des ressources humaines par exemple. Alors quel est l'objectif de l'entretien? C'est l'occasion pour l'employeur d'indiquer là où les raisons qui le poussent à envisager une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement. Une fois qu'il a exprimé ses reproches, le salarié a alors l'occasion de présenter sa version des faits ou en tout cas d'exprimer sa défense. Et c'est là qu'on atteint la limite de l'utilité de l'entretien. S'il est indispensable en théorie pour respecter la procédure et permettre une forme de débat contradictoire, en pratique, la portée est beaucoup plus limitée. Car l'entretien n'a pas pour but que l'une des deux parties arrive à convaincre l'autre. Donc au final, l'employeur a déjà la décision en tête, mais doit faire semblant d'être prêt à changer d'avis. Et surtout, autre principe, il ne doit pas donner sa décision à la fin de l'entretien, mais attendre un délai d'au moins 2 jours ouvrables, car annoncer à l'oral le licenciement avant l'entretien le rendrait alors injustifié. Si le salarié ne se présente pas à l'entretien préalable, eh bien cela n'a aucun impact sur la procédure qui suit son cours. L'employeur pourra toujours envoyer la notification de licenciement. Quatrième point, la notification de licenciement. Pour rendre officielle la décision après l'entretien préalable, l'employeur doit envoyer une notification de licenciement au salarié. Elle doit prendre la forme d'un écrit que l'employeur transmet au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre contre décharge. La notification doit obligatoirement mentionner le motif du licenciement, mais surtout apporter suffisamment de précision pour être vérifiable. En plus d'être une exigence de forme obligatoire, on dit que les motifs précisés dans la notification fixent les limites du litige. Cela signifie que devant les juges, seuls les motifs invoqués dans la lettre de licenciement seront examinés. L'employeur ne pourra pas en invoquer de nouveau, même en cas d'oubli. La notification ne peut pas être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date fixée pour l'entretien préalable. Et en cas de licenciement disciplinaire, elle doit arriver au plus tard 1 mois après. Une fois la notification reçue, le salarié peut demander à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans un délai de 15 jours. Le salarié doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. L'employeur a alors 15 jours pour apporter des précisions s'il le souhaite, mais sans obligation. En l'absence totale de motifs ou de manque de précision, les juges pourraient considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf si le salarié n'a pas fait la demande de précision. Dans ce cas, puisqu'il n'a pas cherché à avoir plus d'informations, les juges ne pourront considérer l'absence de motifs que comme une irrégularité de procédure. Cinquième point, les effets du licenciement. Une fois le licenciement acté, différents effets peuvent survenir selon le type de faute. En cas de faute simple, commencera alors la période de préavis. Pendant cette période, le salarié continue de travailler normalement et perçoit son salaire. Sa durée va varier selon l'ancienneté du salarié.
Entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis est fixée à 1 mois. Et dès 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis passe à 2 mois. Bien sûr, les durées peuvent changer en fonction des accords collectifs au niveau de la branche. Également, l'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis, ce qui conduit au versement d'une indemnité compensatrice équivalente à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période. En revanche, pour la faute grave et la faute lourde, il n'y a pas de préavis. Concernant maintenant l'indemnité de licenciement. À nouveau, elle est versée en cas de faute simple, mais pas de faute grave ou lourde. Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Pour les années jusqu'à 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté, elle est de 1/3 de mois de salaire. Donc par exemple, un salarié licencié après 12 ans dans une entreprise aura 10 fois 1/4 de salaire, plus 2 fois 1/3 de salaire. Bien sûr, il faut prendre en compte que les accords collectifs peuvent changer le mode de calcul et l'ancienneté requise. Et enfin, concernant le droit au chômage, peu importe le type de faute, de la simple à la lourde, le licenciement ouvre toujours droit au chômage pour le salarié. Sixième point, la contestation du licenciement. Si le salarié est en désaccord avec l'employeur sur le motif du licenciement, il peut le contester devant le conseil de prud'homme. Soit tout est en règle et les juges considéreront le licenciement comme valable, soit ils pourront le contester de 3 manières possibles. Première possibilité, le licenciement est irrégulier. En cas de non-respect de la procédure, le licenciement peut être considéré comme irrégulier. Par exemple, si l'employeur oublie une mention dans la convocation, qu'il ne respecte pas le délai de 5 jours ou qu'il donne la notification de licenciement dès le lendemain de l'entretien. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité allant jusqu'à 1 mois de salaire pour non-respect de la procédure. En revanche, cela n'aura aucune conséquence sur le motif du licenciement. Deuxième possibilité, le licenciement est injustifié. Un licenciement est considéré comme injustifié en l'absence de cause réelle et sérieuse. Ce sera le cas si le motif n'est pas valable ou pas suffisamment détaillé. Dans ce cas, le salarié aura droit à une indemnité supplémentaire en fonction de ce qu'on appelle couramment le barème Macron, c'est-à-dire un certain nombre de mois de salaire en fonction de l'ancienneté et de l'effectif de l'entreprise. Par exemple, si vous êtes salarié depuis 3 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, vous pouvez prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire si les juges considèrent le licenciement non valable. Enfin, le licenciement nul. Un licenciement est considéré comme nul lorsqu'il est basé sur la discrimination, le harcèlement, ou encore s'il est contraire à une liberté fondamentale. La nullité en droit implique de revenir à la situation antérieure à la décision. Donc lorsqu'un licenciement est déclaré nul, il faut faire comme s'il n'avait jamais eu lieu. Ce qui implique que le salarié peut demander sa réintégration et le rappel des salaires de toute la période. En cas d'impossibilité de réintégrer l'entreprise, le salarié aura droit à une indemnité d'au moins 6 mois de salaire. Vous connaissez désormais toutes les règles qui encadrent le licenciement. On va pouvoir revenir maintenant sur nos 2 situations, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Souvenez-vous, Jacques est garagiste et vient d'être licencié pour faute simple après plusieurs retards et erreurs commises. Cependant, lors de la procédure, l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et l'entretien. Il veut donc prendre un avocat pour faire reconnaître le licenciement comme abusif. Alors qu'en est-il? En effet, l'employeur est tenu de respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et le jour de l'entretien. Ce délai a pour but de laisser suffisamment de temps aux salariés pour se préparer. Dans le cas de Jacques, l'employeur n'a pas respecté ce délai, ce qui constitue une irrégularité de procédure. Cependant, cela ne remet pas en cause le motif du licenciement. Si l'employeur peut prouver que Jacques a commis des erreurs et est arrivé régulièrement en retard, ces faits peuvent bien constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc les juges pourraient tout à fait considérer le motif de licenciement valable, mais octroyer une indemnité à Jacques allant jusqu'à 1 mois de salaire en compensation du non-respect de la procédure par l'employeur. Pour donner plus d'éléments sur le motif de licenciement, il faut aussi rappeler que les juges vont prendre la situation dans son ensemble. C'est-à-dire que si Jacques a une ancienneté très élevée et a toujours été irréprochable, et que le licenciement intervient sans aucun rappel à l'ordre ou avertissement préalable, les juges pourraient considérer le licenciement comme une sanction trop forte. Donc en plus de respecter la procédure, l'employeur doit veiller à la cohérence des mesures qu'il prend. Et qu'en est-il maintenant d'Alexandra? Souvenez-vous, elle est chargée de recrutement et vient d'être licenciée pour faute grave, suite à une insubordination car elle ne remplissait pas correctement les tableaux de suivi malgré les rappels de son manager. Or, la notification de licenciement ne contient que très peu de détails et l'employeur a refusé de donner plus d'explications malgré la demande d'Alexandra. Elle conteste le licenciement avec son avocat. Dans le cas d'Alexandra, le non-respect répété des consignes de son manager pourrait en effet constituer un motif valable de licenciement pour faute grave. Il s'agit d'une forme d'insubordination qui peut être préjudiciable à l'organisation de l'entreprise. Si l'employeur est en mesure de prouver que l'absence de reporting a un effet négatif sur le fonctionnement de l'entreprise, comme par exemple le fait que des candidats vont être appelés plusieurs fois par différents recruteurs, ou que des profils ne vont pas être envoyés aux clients,
le licenciement pourrait être justifié sur le fond. Cependant, sur la forme, la lettre de licenciement doit mentionner précisément les faits reprochés au salarié de manière à être vérifiable. Dans le cas d'Alexandra, la notification indique simplement qu'elle a été licenciée pour insubordination répétée, et cela sans donner de détails spécifiques. Cela pourrait donc être jugé insuffisant par le conseil de prud'homme, surtout qu'Alexandra a demandé des précisions et que l'employeur a refusé. Certes, l'employeur n'est pas obligé de répondre à la demande de précision, mais s'il ne peut pas prouver devant les prud'hommes la réalité des faits reprochés, le licenciement pourrait être jugé sans cause réelle et sérieuse. Grâce à Jacques et Alexandra, vous maîtrisez maintenant toutes les règles qui concernent le licenciement, aussi bien sur le fond que sur la forme. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens dans ce genre de situation. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en droit du travail. C'est tous les lundis à 10 h. C'était Victor. Ciao.